Il y a parfois une confusion entre les termes mythe, légende et faits historiques. Le mythe est purement imaginaire. Le mythe est imaginaire. Vous comprenez? Tout ce qui a un lien avec la mythologie est imaginaire. Ça ne relève pas de faits qui se sont effectivement déroulés. Oui. Et il y a des auteurs, plusieurs auteurs qui parlent de mythes. Par exemple, le mythe de la caverne de Platon, je crois. Hein? Comme je l'ai dit, le mythe est imaginaire. La légende a deux aspects. Il y a des aspects qui sont réels, qui sont vrais, qui sont liés à des faits. Mais il y a des aspects qui ne sont pas vrais. Il y a des aspects qui ne sont pas vrais. Parce que impossible. Vous comprenez? Parce que impossible. Des aspects qui ne sont pas liés à la logique. Vous comprenez? C'est ça la légende. C'est ça la légende. Par exemple, la légende de la reine Ablapoko. Enfin, la reine Ablapoko est un personnage réel. Mais il y a une légende qui est attachée à sa personne. C'est le fait d'avoir sacrifié son fils, son enfant, en tout cas son enfant, parce qu'un esprit du fleuve Komo l'a exigé pour qu'il permette à son peuple de passer ce cours d'eau. Et alors, il est dit qu'après le sacrifice de l'enfant, il y a des hippopotames, en fait c'est cet animal qui est indiqué, et que le peuple a marché sur ces hippopotames pour passer le fleuve. D'abord, cette légende ne vient même pas des traditions baoulées. Je répète, cette légende ne vient pas des traditions baoulées. Cette légende vient d'un colon, d'un Français, qu'on appelle Maurice Delafosse. Mais le peuple baoulé est si fier de cette légende-là qu'elle a ingurgité, qu'elle a accepté, qu'elle a introduit dans ses traditions. Donc vous voyez le processus. La reine Ablapoko est un personnage réel. Mais la légende du sacrifice de son enfant, pour que le peuple passe le Komoué en marchant sur des hippopotames, ça relève de la légende. Pourquoi? D'abord, chez les Baoulés, qui sont des Akans, les Assabous qui arrivaient, c'était les anciens Achantis. Chez les Achantis, chez les Baoulés, chez les peuples Akans, quelquefois il y avait des sacrifices humains. Ça, on ne peut pas nier ça. Il y avait quelquefois des sacrifices humains. Notamment quand les grands personnages décédaient, les rois, les reines, des captifs étaient sacrifiés. Ce type de captifs, c'est ce qu'en langue agni on appelle Ahre. Et en langue Kyu, on appelle Achere. C'est-à-dire que ce sont, dit-on, des captifs récalcitrants. Des captifs récalcitrants qui ne sont pas obéissants. Vous comprenez? Ceux-là, c'est ceux-là qui sont des Ahre qui sont sacrifiés. Mais je dis, vous pensez que c'est un noble descendant de la reine qui est sans doute le futur roi des Baoulés Assabou, c'est celui-là qui va être sacrifié? Non. Dans la tradition, ce sont les Ahre qu'on sacrifie. On ne sacrifie pas les Liewa. Voilà, c'est-à-dire, entre guillemets, les nobles. Bon. Vous voyez, on ne sacrifie pas ceux-là. Ça, c'est un. C'est pour ça que
cet aspect-là est une légende. Deuxième chose, là où ils sont passés, où les Baoulés sont passés, ils appellent ça dans les traditions Mlamlanso. Mais les Agni Bétier, qui étaient non loin de là, appellent ce lieu-là Ngélieso. Et ils disent qu'ils ont vu passer les Assabous. Que cet endroit-là, il y a des moments de l'année où le niveau de l'eau est très bas. Parce que la période de la saison des pluies, ça part pratiquement de mi-mai. Non. Oui, c'est ça. C'est ça. Non, pas mai. Avril, mai, juin. Avril, mai, juin. Et puis jusqu'au milieu de juillet. Voilà. Ça peut même commencer un peu en mars. Cette période de la saison de la grande saison des pluies. Aujourd'hui, bon, ça a un peu baissé, ça dépend des situations. Mars, avril, mai, juin. Ça peut aller jusqu'à juillet, jusqu'à mi-juillet. C'est pendant cette période-là que il pleut beaucoup et que donc le fleuve peut prendre du volume. Le débit du fleuve peut être fort. Mais en octobre, jusqu'en octobre, quelquefois le niveau de l'eau est assez bas. Et donc, il y a des rochers à cet endroit-là, de Ngélieso, il y a des rochers. Il y a des rochers dans le fleuve. Et donc, on peut même passer à gué. On peut passer à gué. Il y a des endroits où on peut passer à gué. Voilà. Il y a des endroits où on peut passer à gué. Les Agni du Bétier disent que c'est comme ça que les Assabous ont passé ce lieu-là de Ngélieso. Ils sont passés à gué. Ils n'ont pas eu besoin de faire quoi que ce soit comme sacrifice pour passer. Non. Donc, les Agni Bétier, les traditions sont là, ils sont témoins. Ils ont parlé de ce fait-là. Deuxième chose, il faut savoir que l'espace des Akans, c'était un espace assez intégré au plan économique avant. Je suis désolé qu'aujourd'hui, nos républiques-là font qu'il n'y a pas une bonne circulation des hommes et des biens. Comme le prévoit la charte de la CEDEAO. Certains groupes Aché étaient le long du Komui. Je répète, certains groupes Aché étaient le long du Komui. Comme ceux qu'on appelle les Sopiers. Ils étaient le long du Komui déjà. Mais dans l'espace Akan, quand vous arrivez près d'un cours d'eau, vous hélez le passeur. Il y avait des passeurs. Parce que c'était une activité qui rapportait de l'argent. En fait, quand il dit argent, anciennement, là, c'était la poudre d'or qui était la monnaie des Akans. C'était la poudre d'or qui était la monnaie des Akans. Donc, ça rapporte de l'or. Donc, vous hélez le passeur et puis il vient vous chercher en pirogue. C'est comme ça. Et puis, vous payez la traversée. Quand les futurs Gwa ou un bateau devaient passer la lagune, c'est un passeur Bétini, c'est-à-dire Ewotile, c'est lui qui, avec sa grande pirogue, les a fait passer. Passer la lagune. Donc c'est comme ça. D'ailleurs, ils ont eu à assassiner même ce passeur-là. Bon, ça c'est une autre affaire. Donc vous comprenez. Donc c'était comme ça. Et quand on arrive, si par hasard, il n'y a pas de passeur présent, on fait quoi? On fait des radeaux. On fait des radeaux. Confectionner un radeau, ce n'était pas difficile. Il suffisait de trouver du bambou que les Akans appellent Kamponi. Et puis on fait des radeaux pour que les gens passent. Ils n'ont pas besoin de sacrifier qui que ce soit. Encore moins un enfant de reine. Un bébé de la reine. C'est pas possible. Vous voyez? Donc vous voyez que dans cet aspect-là, il y a la légende. La légende, il y a des aspects qui ne sont pas vrais. D'ailleurs, le futur fondateur du royaume d'Omma, qu'on appelle, que les Baoulés dans les traditions appellent Assanti Yeboah. Mais lui-même, il s'appelait Yeboah Okuku Dabi. Yeboah Okuku Dabi. Il était à la cour du roi Opoku-Waré. C'est lui qui dirigeait la délégation qui est venue voir les Baoulés pour leur demander de revenir en Ashanti. D'ailleurs, ceux qui sont venus avec lui, c'est ceux-là qui ont créé le village d'Assandré. Posez-leur la question, le village d'Assandré.
Si bien que dans les traditions du Doma, ils se souviennent que leur roi, hein, Yeboah Okuku Dabi, qui va prendre le nom de reine Tcheremi Sikafo, ils ont vu la reine Ablapoku. C'était une vieille personne. Donc, dans les traditions du Doma, ils appellent la reine Ablapoku Abrewa Poku, c'est-à-dire la vieille Poku. Abrewa en langue cuisse, ça veut dire vieille dame. Donc, vous voyez que il y a des aspects qui sont liés à la légende. Mais le personnage de la reine Ablapoku est réel. Même les traditions du Doma témoignent de cela. Hein, les fondateurs du Doma, notamment Tcheremi Sikafo, c'est une branche, hein, en fait, c'est une branche de la famille royale du Bron-Diamant. Hein. C'est une branche de la famille royale du Bron-Diamant. C'est comme ça. Son oncle s'appelait Afari Koko. Voilà, il était même à Assoufri. Donc, posez la question à ceux d'Assandrin. Peut-être que à cause de la tradition qui a pris tellement, à cause de cette légende qui a pris tellement de l'importance, ils ne nous auront même pas parlé. Vous voyez. Donc, il y a des aspects, hein, quelquefois, dans la légende qui ne sont pas exacts, qui ne sont pas liés aux faits. Mais quand on parle des faits historiques, ça, ce sont des faits historiques à ne pas confondre avec les mythes et les légendes. Voilà. Nous, les historiens, c'est un métier que nous exerçons. C'est une œuvre scientifique que nous faisons. Nous travaillons avec des sources, avec des documents. Nous nous appuyons sur des données archéologiques. Nous nous appuyons sur des données écrites. Nous nous appuyons aussi sur des témoignages oraux, sur des récits oraux laissés par la tradition. Mais il ne faut pas oublier que, par exemple, en Afrique, la tradition orale ne s'appuie pas seulement sur une transmission de mémoire. Il y a des objets témoins. Parce que à cause de l'ancestralité, les Africains tenaient beaucoup aux objets témoins, c'est-à-dire les objets laissés par les ancêtres. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Hein? Par exemple, quand la fête des Ignames est célébrée, qui marque l'année nouvelle est célébrée à Bangourou, mais on fait quoi? Pour faire les libations, donner la nourriture, les tabourets sur lesquels les différents rois se sont appuyés pour régner, on les sort, on les expose. On va dire, ah, voici le tabouret de Nana Aïe Abaye, voici le tabouret de Nana Kwachumansi, etc. C'est comme ça. Dans les Sanvi, on te dit, voilà le tabouret de Nana Amlamano. Dans le Moronou, jusqu'à encore aujourd'hui, en Dolikro, le tabouret Nanimbi Bia est là. C'est-à-dire le tabouret de Nana Ebi, qui a précédé Ano Asma, qui a précédé Amon Wandawanda. Il a été le premier roi même des Agni. Nana Ebi, dont le tabouret est Nanimbi Bia. Donc, chez les Africains, il y a des objets témoins. Quand vous partez dans les sociétés où il y a la pratique du masque, en fait, qui est une représentation physique de l'esprit ou de l'ancêtre. Que ce soit chez les Wemembo ou les Toura, que ce soit chez les Dan ou Yakuba, que ce soit chez les Oué. Mais les masques là que les ancêtres initiés ont portés là sont là. Ce sont des objets témoins. Ce n'est pas de l'imagination, les objets sont là. Chez les abbés, par exemple, de la région d'Agboville, mais quand ils célèbrent justement la fête des Ignames qu'ils appellent Didja, ils sortent les objets qui ont appartenu aux ancêtres. Ils vont te dire, mais regardez ce sabre-là, ça appartenait à tel ancêtre. C'est comme ça. C'est comme ça. Ils vont dire, regardez ce tambour-là. Ça, c'est à l'époque de tel ancêtre que ce tambour a été confectionné. Par exemple, les tambours de devises sont liés à des personnages historiques. Donc, en Afrique, quand j'étais encore jeune, que j'aimais beaucoup écrire, j'ai fait un article pour dire que chez les Africains, la tradition orale n'est pas seulement une transmission de mémoire, ce n'est pas seulement une transmission mémorielle, mais il y a des objets témoins. Voilà. Ce n'est pas comme chez les Européens où il n'y avait pas l'ancestralité et où eux, en plus, eux, ils brûlaient les corps. Non. Par exemple, dans les sociétés d'initiation en masque, quelquefois même les restes des corps des grands initiés étaient gardés. C'était gardé. C'était gardé. Les ossements, tout ça était gardé. Vous comprenez?
On va te dire que voilà l'ossement de l'ancêtre, il ne serait pas trop glougo. Voilà les ossements de l'ancêtre trop glougo. Vous voyez ça qui est là. C'est ça. Donc, il ne faut pas minimiser l'histoire. Comme j'ai entendu une fois un collègue dit que ouais, l'histoire, tout ça, c'est des affabulations. Il dit, mais nous-mêmes qui sommes réunis là, hein, d'ici 300 ans, on peut dire que nous n'étions pas là et que nous n'avons pas fait cette conférence-là. Vous voyez? Donc, c'est ça. Pour les Africains, les objets témoins sont gardés. Voilà. Donc, l'histoire, c'est les faits. Voilà. Donc, je vous montre la différence entre le mythe, la légende et les faits historiques. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que les Caucasiens, là, les descendants de l'homme de Cro-Magnon, ceux qu'on appelle improprement les Blancs, là, beaucoup d'entre eux, ils ont une telle haine de l'homme noir qu'ils disent que l'homme noir n'a pas d'histoire. Même on a vu Sarkozy, hein, de Nadi Boksa, cet assassin de Kadhafi, se faisait de guerre, est venu à l'université Cheikh Anta Diop, ce haut lieu de l'intellectualité, venir dire que oui, les Africains ne sont pas assez entrés dans l'histoire. Lui, il ose dire ça. Lui dont les ancêtres étaient incinérés. Et il n'y a pas de traces pour eux. Il vient dire ça. On a vu les Hegel, hein, les Voltaire, des gens qui ne sont jamais venus en Afrique, dire que oui, l'homme africain est un homme inférieur, il n'est pas intelligent, hein, il n'a pas d'histoire. Donc eux, ils font de la contre-histoire quand il s'agit de l'homme noir. Voilà le problème. Oh, l'histoire, c'est les faits. Mais si tu es en train de mentir, eux, ils mentent. C'est des menteurs parce qu'ils sont racistes. Voilà le problème. Sinon, l'histoire, c'est les faits. Hein? L'histoire, c'est les faits. Même quand tu passes quelque part, tu as touché une chose, tu laisses des empreintes. Voilà, ça aussi, c'est de l'histoire. Tu as laissé des empreintes. C'est de l'histoire. L'histoire est fondamentale. Voilà. Donc, on ne peut pas venir laisser les gens jouer avec l'histoire. Même quand un pays aujourd'hui mène une politique, c'est par rapport à son vécu historique. C'est comme ça. Quand la Chine, hein, se rend si puissante pour ne pas subir ce qu'elle a subi de l'impérialisme des Occidentaux, en fait, des Européens, hein, avec les deux guerres de l'opium où la Chine a été humiliée. Les dirigeants chinois aujourd'hui, ils œuvrent en sorte que plus jamais personne n'humilie la Chine. Donc c'est l'histoire qui imprime une dynamique à leur politique actuelle. D'ailleurs, c'est le cas aussi de l'Iran. L'Iran a été humilié avec le premier ministre Mossadegh qui a été injustement, qui a subi un coup d'État de la part de la CIA. Et certains de ses ministres ont été pendus. L'Iran a décidé que plus personne ne va l'humilier encore. C'est en Afrique ici, on voit des dirigeants, des démons humains associés aux démons caucasiens qui font du tort à leur propre peuple. Parce qu'ils n'ont pas tiré les leçons de la traite négrière, de l'esclavage, ils n'ont pas tiré les leçons de la colonisation et du néocolonialisme qui laisse se perpétuer. Sinon, c'est l'histoire qui guide le comportement des États normaux. Les États qui sont normaux, les dirigeants normaux, là. C'est l'histoire qui guide leur politique présente. Voilà. Je suis le professeur Aluko Amereni. Je suis historien et très fier de l'être. Parce que l'histoire, c'est la vérité historique. Voilà. Si un historien se trompe, ça doit être de bonne foi. Ça doit être de bonne foi. C'est pour ça que quelquefois les gens viennent me dire, oui, professeur, tu as dit telle chose, hein, dans un enseignement, moi je ne suis pas d'accord, etc. Je dis, bon, moi c'est par rapport à mes recherches historiques, par rapport aux sources que j'ai utilisées, que je parle. Si tu as d'autres sources qui contredisent ce que j'ai dit, tu me les apportes, je vais les analyser. Si c'est pertinent, mais je vais reconnaître que je me suis trompé. C'est ça aussi qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle. C'est ça qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle. Voilà, c'est tout.